Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 octobre. Voici les titres de ce journal. 3 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. C'est la peine requise contre l'ancien maire de la Faute-sur-Mer après la tempête Xynthia. Après 4 semaines d'audience, ce mercredi est donc marqué par les réquisitions du procureur de la République. Le secteur des travaux publics est en crise, on le sait, mais aujourd'hui, plus qu'hier, notamment avec les baisses des aides accordées aux collectivités. Des baisses qui ne sont pas sans conséquences. Les professionnels du secteur nous expliqueront pourquoi. Enfin, rencontre avec Pollux, Zébulon et tous les autres personnages du Manège Enchanté, une série animée qui a vu le jour chez nous, en Vendée, il y a 50 ans, à l'époque du noir et blanc. C'était l'une des journées les plus attendues dans ce procès Xynthia. Aujourd'hui, le procureur de la République s'est en effet exprimé sur les peines des 4 prévenus suite à cette tempête de février 2010 qui a fait 29 morts. L'ancien maire de la Faute-sur-Mer risque donc 3 ans de prison ferme plus 1 an avec sursis et 30 000 € d'amende. Les autres prévenus ont également appris leur peine ce mercredi. Des peines exemplaires, diront certains. Caroline Tronche nous en dit plus. Oui, Edwige, une peine exemplaire, une peine forte, une peine sévère, diront certains, a été requise ce matin à l'encontre de René Maratier, jugé plutôt 3 ans ferme, alors que l'ancien élu en encourait 5 au vu du motif retenu, motif d'homicide involontaire. Et puis moins de prison, mais une amende plus lourde de 50 000 € retenue pour son ancienne adjointe Françoise Babin, au titre de ce que le procureur rappellera l'appât du gain. Résultat, les avocats de la défense, notamment ceux de René Maratier, ont, passez-moi l'expression, manqué de s'étouffer en entendant ces réquisitions. Ces réquisitions correspondent à une volonté d'abattre la puissance de la justice sur un maire pour faire oublier les responsabilités de ceux qui, à tout niveau, ont fauté ce jour-là. Donc on veut absolument lui faire supporter à lui seul la responsabilité de ces 29 morts. Évidemment, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas admissible, ça n'est pas audible. Il y a une méconnaissance du dossier, des erreurs juridiques, mais des choses qui sont incroyables sur un dossier de cette importance, que sur un dossier aussi important, on puisse dire des choses aussi fausses à la barre dans les réquisitions, c'est incompréhensible. Donc on attend avec impatience vendredi pour pouvoir enfin y répondre. Des réquisitions égrenées au fil d'une intervention qui aura duré plus de 5 heures. Une intervention au cours de laquelle le procureur a repris tous les points du dossier. Un systématisme jugé là encore parfois un peu brouillon par certains, mais à sa décharge, Gilbert Lafaille est arrivé au Sables-d'Olonne au cours du printemps. Il n'a donc eu que quelques mois pour étudier les milliers de pages que représente le dossier Xynthia, ce qui ne l'a pas empêché de prendre des réquisitions exemplaires, comme le disent les parties civiles. Les peines, elles sont exemplaires et on n'avait aucune idée, nous, de la hauteur de ce genre de peine que pouvait éventuellement le procureur annoncer. Elles nous paraissent dans la lignée du procès qu'on a suivi depuis 4 semaines et demie maintenant. J'ai entendu dire de l'autre côté de la barre qu'on les jugeait peut-être scandaleuses. Je ne sais pas si c'est un mot qui leur appartient. C'est évidemment pas celui des parties civiles. Je crois qu'il faut quand même pas perdre de vue le trouble causé par les faits objets de la prévention. 29 victimes, des centaines de personnes mises en danger. Et c'est ce qu'a rappelé le procureur. Il a corrélé, il a calibré ses réquisitions en fonction de ces faits. Et il a rappelé que la décision appartient naturellement au tribunal. Et puis René Maratier et Françoise Babin n'étaient pas les seuls prévenus dont on parlait ce matin. Le procureur demande également 1 an ferme et 50 000 € d'amende pour Philippe Babin, l'ancien président du syndicat des Marais, qui était donc en charge de l'entretien de la digue Est. Et puis 1 an de sursis et une amende de 5 000 € à l'encontre d'Alain Jacobson, l'ancien directeur départemental adjoint de la DDE en 2010. Merci Caroline Tronchet. Après les réquisitions du procureur de la République aujourd'hui, place à la défense et aux plaidoiries des avocats des prévenus. Et ce jusqu'à vendredi, on l'a entendu avec l'un des avocats de René Maratier. Et ce sera ensuite au tour du tribunal de trancher le 12 décembre prochain. L'actualité, c'est aussi la colère des professionnels des travaux publics. Hier, ils ont d'ailleurs manifesté à Paris et dans d'autres grandes villes. Les Vendéens, eux, ont rejoint leurs confrères parisiens. Alors on le sait, le secteur est en crise depuis des années. Mais aujourd'hui, les entreprises s'inquiètent de la baisse des dotations du gouvernement aux collectivités. Ce qui entraîne évidemment moins de chantiers pour les communes. Ce qui n'est donc pas sans conséquences pour les professionnels. Le point avec Pierre Dalicieux. Pour ce chef d'entreprise dont les commandes publiques représentent 90% de son chiffre d'affaires,
L'annonce de la baisse de 30% des dotations de l'État aux collectivités locales est un nouveau coup dur. Sur ses 135 salariés, ce patron a bien peur de devoir en licencier une trentaine si la situation ne s'améliore pas. Jusqu'ici, on a réussi à maintenir un minimum d'activité, on s'est battu, alors on a des résultats qui sont plus ou moins bons, mais l'objectif principal c'était quand même de maintenir l'emploi et les salaires. Aujourd'hui, ça va être compliqué ? Aujourd'hui, c'est déjà très compliqué et ça va le devenir encore plus demain. Oui. Depuis 2008, le secteur des travaux publics a déjà vu ses effectifs diminuer de 10%. 30 000 emplois ont été supprimés dans cette branche au niveau national. Des suppressions de postes, mais jusqu'ici, pas de licenciement massif. Non, je partirai à 10h30 tout à l'heure. Voilà, on a simplement effectivement réduit le nombre d'intérimaires. Le levier d'ajustement, ce sont les intérimaires, des contrats non renouvelés, des contrats à durée déterminée non renouvelés. On va parler des départs à la retraite aussi qui n'ont pas été effectivement remplacés. En Vendée, le secteur des travaux publics représentait en 2007 593 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2014, ce chiffre est passé à 400 millions. Pratiquement 200 millions d'euros de pertes, mais des emplois qui jusque-là restaient stables. Aujourd'hui, sur les 3400 salariés du secteur en Vendée, une partie risquerait le licenciement. Donner des chiffres aujourd'hui, c'est vraiment difficile, mais on peut estimer que nos effectifs risquent de réduire peut-être de 5 à 10% pour 2015. S'ajoute à la baisse des dotations de l'État l'effet cyclique des élections municipales. La dernière et la première année de mandat est synonyme d'une baisse significative des commandes des mairies aux entreprises. Si rien ne change, les responsables du secteur estiment à 60 000 le nombre de licenciements en France d'ici à 2017. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la semaine de l'égalité professionnelle. C'est la 2e édition. Et l'objectif de cette opération nationale est de promouvoir la mixité des formations, l'égalité des effectifs dans les entreprises, ainsi que l'égalité salariale, mais aussi soutenir l'insertion professionnelle. Alors, un peu partout en France, des événements sont organisés. En Vendée, 2 entreprises ont été mises à l'honneur, implantées à Saint-Hilaire-de-Riez. Elles sont dirigées par des femmes qui peuvent donc devenir des exemples pour les jeunes générations. Les filles, notamment, ont des résultats scolaires généraux qui sont supérieurs à ceux des garçons et hésitent à s'orienter vers ces carrières scientifiques. C'est pour ça que les visites de classe, de scolaires, dans les entreprises, le témoignage aussi de parcours de femmes qui ont réussi, qui se sont investies, non pas en s'opposant aux hommes, mais en complémentarité, en bonne articulation sur les savoir-faire, sur les formations partagées. C'est un puissant moteur de changement et nous souhaitons évidemment l'accompagner. Cette semaine, c'est aussi le lancement de la campagne Ella, parrainée par le footballeur Zinedine Zidane. L'association se bat contre les leucodystrophies, ces maladies rares et orphelines. Et chaque année, l'opération débute par une dictée dans de nombreuses écoles. Vient ensuite le rendez-vous baptisé « Mets tes baskets et bats la maladie ». L'occasion de sensibiliser les jeunes et leurs parents, comme ce fut le cas ce mercredi, notamment à l'école primaire Anita Conti de la Ferrière. Regardez. 1, 2, 3. Du CP au CM2, ils se sont tous mobilisés. Les 180 élèves qui ont couru aujourd'hui sont du coup plus que jamais sensibilisés à la maladie et permettent, grâce à leur action, de récolter de l'argent pour l'association. C'est bien parce que du coup, on donne des dons pour des personnes qui ont des maladies. Donc comme ça peut aider des personnes. Mets tes baskets et bats la maladie. Mets tes baskets et bats la maladie, c'est leur cri de ralliement autour d'un cross où professeurs et parents d'élèves participent aussi. J'ai eu un accident il y a quelques temps, je me suis bien remis de ma jambe. Et je suis content de pouvoir courir justement pour montrer que je suis solidaire avec ces enfants-là. Alors toute l'équipe depuis plusieurs années cherchait une action, un organisme aux côtés duquel il fallait s'investir. Et nous avons choisi cette année Ella. Fatigué un peu ? Oui. Des enfants solidaires, cela veut dire des parents sensibilisés. Grâce à leur générosité, un peu plus de 1 000 € ont été récoltés pour aider l'association à lutter contre ces maladies rares appelées leucodystrophie. Et précisons que les leucodystrophies désignent des maladies génétiques orphelines qui détruisent le système nerveux central. Aujourd'hui en France, elles concernent 160 naissances par an.
Plus légèrement, ERDF s'engage dans le développement durable. Un poste électrique à l'huile végétale vient donc d'être installé sur la commune de Tresse-Septier et c'est une première dans la région. Aujourd'hui, la majeure partie des transformateurs distribuent l'électricité grâce à des huiles issues du pétrole. Mais ici, il s'agit donc d'une huile naturelle, ce qui permettra à terme de pallier la disparition du pétrole et donc des huiles qui en sont issues. Et pour comprendre pourquoi nous parlons d'huile, eh bien, il faut savoir que certaines parties du transformateur sont plongées dans l'huile. Elle permet notamment de refroidir les circuits, d'isoler certains éléments et de ralentir le vieillissement du transformateur. C'est en ce moment la grande braderie d'Emmaüs. Jusqu'au 19 novembre, le grand public peut donc se rendre dans les locaux de l'association, notamment aux Essarts, pour faire de bonnes affaires et surtout une bonne action. L'argent récolté permettra en effet à Emmaüs de proposer toujours plus d'hébergements d'urgence et d'accompagner socialement les sans-abri. Reportage de Guillaume Lefort. Voilà Philippe Guillaume, il y en a qui... Yves est passionné de littérature ancienne. Il vient régulièrement aux braderies d'Emmaüs pour dénicher de beaux ouvrages à des prix souvent imbattables. J'aime chercher les livres qu'on ne trouve plus, les livres sur l'histoire. Là, c'est un livre qui est affiché à 3 €. Ça doit bien avoir autour de 20 €. Comme lui, de nombreux clients viennent souvent ici pour chercher de nouveaux livres, mais aussi pour soutenir l'association. C'est un lieu convivial où il y a tout et rien et qu'on est sûr de repartir avec quelque chose et puis c'est le moyen de faire une bonne action. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un petit coin cette année où tout le monde peut s'asseoir et regarder des livres qu'on ne prendrait pas le temps de regarder par ailleurs. Une nouvelle organisation qui a permis à Emmaüs d'accroître le chiffre d'affaires du rayon librairie. Il fonctionne très très bien. Il a pris son essor il y a de ça 2 ans, puisqu'on faisait à peu près 10% du chiffre d'affaires de la communauté sur les livres. Et aujourd'hui, on est plus régulièrement entre 20 et 25% de ce chiffre. Il n'y a que depuis 2-3 ans qu'on a un rangement beaucoup plus méthodique, des étagères en plus grand nombre. Et donc voilà. Les clients trouvent plus facilement ce qu'ils recherchent et donc le chiffre de vente s'en ressent. Vieux magazines, vinyles de collection, livres anciens, les étagères débordent d'ouvrages de tout type. Certains y retrouvent avec émotion des livres de leur jeunesse. J'ai œuvré sur la gare des Michards et j'ai retrouvé ces vieux livres parce que c'est assez difficile à trouver en fait. Ouais. Après plusieurs heures passées dans les rayons de la librairie, Yves s'en va avec une vingtaine de livres d'histoire, content de ses achats et avec le sentiment d'avoir fait une bonne action pour l'association. La fête du chrono est officiellement lancée. La soirée d'ouverture s'est déroulée hier soir à l'espace Herbauges aux Herbiers. Vous le voyez sur ces images de Marine Fumolo. L'occasion de rappeler qu'il s'agit de la 33e édition. Jusqu'à dimanche aux Herbiers, les événements vont donc se succéder. Il y aura la traditionnelle foire avec 230 exposants, des soirées spectacles, une randonnée, des concours de palais. Et le point d'orgue sera dimanche avec le chrono des nations. Et après autant d'années d'existence, autant dire que le contre-la-montre vendéen est devenu la référence pour les cyclistes. Les meilleurs coureurs mondiaux sont ici, parmi les plus grands rouleurs de la planète et tout particulièrement nous aurons le sextuple champion de France Sylvain Chavanel qui sera évidemment la tête d'affiche de cette édition 2014. Ça représente en tout simplement 206 coureurs. On est dans les chiffres un petit peu au-dessus des chiffres de l'an passé parce qu'on a beaucoup de demandes et malheureusement il nous a fallu opérer à des sélections, surtout dans les catégories cadets et juniors. Ça veut dire qu'on avait en fait près de 250 demandes pour participer à l'épreuve. Et puis notez que vendredi, nous sortirons des studios pour vous proposer un journal spécial au cœur donc de la fête du chrono aux Herbiers. Mais avant ça, on va terminer cette édition avec un bel anniversaire, les 50 ans du Manège Enchanté, une série qui a bercé l'enfance de certains d'entre nous. Et si aujourd'hui la rédaction de TV Vendée se penche sur ces 50 années, c'est que Pollux, Zébulon et tous les autres personnages ont été pensés, créés et animés en Vendée à Cugand. Grégoire de Châtillon revient sur ce phénomène qui a débuté à l'époque du noir et blanc. Donc nous voici arrivés à La Feuillée, à Cugand, et c'est là qu'a été créé le manège, et où toute la série s'est déroulée depuis 1966 jusqu'en 1995. C'est dans cet ancien moulin à blé, devenu papeterie, tannerie puis chamoiserie, qu'ont donc été conçus plus de 700 épisodes du Manège Enchanté, un vrai studio de cinéma avec ses plateaux de tournage et de décoration.
Serge Dano, décédé en 1990, est le créateur de cette série pour enfants qui a connu un énorme succès. Je l'ai échappé belle parce qu'alors moi, j'ai horreur de manger les fleurs. Hein? Le Manège Enchanté a été vendu dans 38 pays et traduit dans 28 langues. La maison de l'enfance de Clisson, commune voisine qui l'a vu naître, abrite une fresque du Manège Enchanté. Elle a été réalisée par Jean-Jacques Garot, ex-décorateur du dessin animé. Il est accompagné aujourd'hui par Martine Dano, la dernière épouse de l'auteur. Et il n'est pas surprenant de les voir tous les deux retomber en enfance à la vue des personnages. Car je ressens l'absence. Vous avez la vache Azalée, qui est un peu fofolle, qui se croit pour une star. Après, vous avez l'escargot Ambroise, qui est terre à terre, vendéenne chez nous. La petite fille Margot, qui est la petite fille bien sage, qui s'occupe de Pollux. Pollux, bien sûr, la vedette. Le petit génie, Zébulon. Et le lapin, Flappy, on appelle Flappy parce qu'il est toujours fatigué. Il est toujours en train de faire sa sieste tout en jouant de la guitare. Le Manège Enchanté, une série culte à la fois intemporelle et universelle, mais aussi pleine de poésie. Bonjour. Donc à chaque image, on bouge les doigts, on bouge les pieds, on bouge. Tout est articulé. Depuis 2007, le dessin animé, toujours diffusé à la télé, est conçu à partir d'images de synthèse. Le Manège Enchanté, c'est aujourd'hui un demi-siècle de création pour le plus grand plaisir des enfants et aussi des plus grands. Mon cher Ambroise, alors venez me donner un coup de main pour souffler ma 50e bougie. Et bon anniversaire donc. Et on termine avec un point sur les prévisions annoncées pour demain. Et ce jeudi devrait être changeant. La journée pourrait bien débuter avec un ciel agréable. Mais au fil des heures, c'est le gris et la pluie qui s'imposeront. Et quelle que soit la couleur du ciel, les températures seront encore bien au-dessus des normales de saison. Alors pour en savoir plus sur le temps prévu pour demain, vous avez rendez-vous tout de suite après ce journal avec Armelle Pavageau pour une météo complète. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.